Bonjour, merci de nous joindre ce matin. C'est notre deuxième édition de notre Facebook Live qu'on va essayer d'avoir mensuel. Je suis Stéphane Parent, je suis le directeur général d'Espace OBNL. Pour nous, ce matin, c'est une deuxième édition. J'espère que vous avez tous aimé la première. On est encore ouvert à vos commentaires. C'est disponible sur la page Facebook et sur le site Internet d'Espace OBNL. La prochaine va être le 12 novembre avec Pierre Morissette du Centre d'action bénévole de Montréal. On va parler des différentes formes d'intervention des OBNL. Mais ce matin, nous avons un événement et une session de questions-réponses de choix avec Pascal Jarry, qui est à ma droite, à votre gauche. Pascal est un informaticien de formation qui s'est lancé dans le web très, très jeune. En 2007, il a fondé une agence qui s'appelle HPJ. Et suite à différents travaux qu'il a fait dans des OBNL, il a décidé de lancer un nouveau projet, il y avait du temps, qui s'appelle Membogo. Membogo existe depuis 5 ans et c'est une plateforme de gestion tout en un pour les organismes sans but lucratif. Je vais laisser un petit peu 2 secondes à Pascal le temps d'arriver. Bonjour Pascal. Bonjour Stéphane. Ça va bien? Très bien, merci. J'espère que tu n'es pas trop sur le décalage vu que tu reviens d'Europe. Tu as eu la chance d'aller au Forum national des associations. Écoute, aujourd'hui, on va faire ça assez simple. On va prendre des questions s'il y en a. Je vous invite à les écrire sur l'événement. Sinon, moi, j'en ai quelques-unes de préparées pour toi. D'entrée de jeu, j'aimerais ça qu'on définisse c'est quoi l'écosystème numérique de nos BNL puis pourquoi c'est important. Donc, avant tout, merci de m'avoir invité aujourd'hui à cette rencontre. Donc, la révolution du numérique, on entend parler de cette expression depuis des années déjà maintenant. Souvent, on en parle comme étant à venir, mais moi, je dirais plutôt que la révolution du numérique, ça fait partie de nos vies maintenant. Puis, on vit dans un monde en transformation. Tout change autour de nous, notre façon de travailler, notre façon d'échanger, mais aussi notre façon de gérer les OBNL. Puis, aujourd'hui, je considère que le numérique doit s'intégrer à tous les niveaux d'une organisation, d'une OBNL, tant au niveau du marketing, au niveau du recrutement. Aujourd'hui, recruter des nouvelles ressources ou des bénévoles, ça peut être compliqué. Le numérique peut nous aider grandement pour ça au niveau des ventes, au niveau de la gestion, d'améliorer la productivité, au niveau de la comptabilité. Donc, le numérique, bien entendu, c'est un incontournable aujourd'hui. Ça doit faire partie de l'écosystème. Puis, c'est une question de survie, je dirais même à long terme, parce que les organisations qui vont s'adapter plus rapidement que les autres auront une longueur d'avance. Puis, comme on le sait, les bonnes ressources, les dons, les ressources vont être attirées vers ceux qui sont le plus présents. Ce que je comprends aussi, c'est que c'est multifacette. Ça touche à peu près toutes les facettes de l'organisation. Si tu me dirais qu'il y a 3 fonctions, il y a 3... mettons qu'on prend les 3 éléments d'un gestionnaire d'OBNL qui vont être le plus impactés ou qui vont avoir le plus d'effets question numérique, ça serait quoi, toi, selon toi? Mais la première facette qui est probablement la plus comprise puis la plus connue, c'est d'avoir une présence numérique, d'avoir un site web, d'être présent sur les réseaux sociaux, de bien communiquer, de travailler son image, de se professionnaliser. La deuxième, je dirais, c'est d'automatiser sa gestion, donc de rendre ses ressources plus productives, de permettre à ses parties prenantes de pouvoir interagir via le web, via des applications mobiles, de pouvoir payer en ligne, de diminuer la friction entre l'organisation puis ses parties prenantes. Puis enfin, la pérennité des données. Donc aujourd'hui, dans certaines OBNL, il y a des roulements de personnel, il y a des ressources qui changent. Et le fait d'avoir ces données d'une façon plus structurée, on voit souvent des organisations qui ont des fichiers Excel à gauche, à droite. Quand ils ont des fichiers Excel. Quand ils ont des fichiers Excel. Voilà, donc, je vois des choses ces temps-ci qui m'impressionnent. Il y en a encore qui sont encore très papier. Ouais. Au niveau des inscriptions pour les événements, je vois encore des places où il faut aller au dépanneur chercher ses billets de l'événement ou dans des points de vente différents. Là. Je pense que c'est important aussi de parler de l'aspect transactionnel de tout ça. Là, exactement. Le nombre d'organisations qu'on voit qui travaillent encore avec du PDF. Je pense qu'aujourd'hui, si vous êtes encore à l'ère du PDF, il y a vraiment de la place pour améliorer votre activité et de façon assez simple. Aussi. Effectivement. Voilà. Puis, selon toi, c'est quoi les obstacles principaux à faire ces changements numériques-là? Par notre expérience, la première chose qui est importante, je crois, c'est de faire la nuance entre avoir un site web puis des outils de gestion. Avoir un site web, ce n'est pas nécessairement le fait
d'avoir automatisé ces processus métiers. Donc, lorsqu'on prend une décision pour prendre le virage du numérique, mais c'est de faire une différence entre le site web et le système de gestion qu'on utilise à côté. Parce que souvent, les organisations vont faire un seul projet et le marketing, le branding, c'est complètement décorrélé de la gestion. Donc ça, c'est un obstacle que les gens ne voient pas souvent et qu'il faut prendre en compte. Et le deuxième point très important, je dirais, c'est c'est de se faire un plan stratégique, de se faire un plan numérique. Donc, c'est d'écrire sur papier, peut-être se faire conseiller par des experts là-dessus, l'orientation qu'on va prendre pour notre organisation, puis qu'est-ce que ça va nous rapporter. Ensuite de ça, une autre chose que je vois souvent, c'est qu'on peut des fois sous-estimer les coûts. Mais est-ce que tu parles de stratégie? Là, on a justement une formation qui s'en vient là, au mois de novembre sur la stratégie opérationnelle. Puis, on a beaucoup, dans beaucoup de plans stratégiques, ou du moins ceux qui en ont, qui les ont revisés, il y a souvent, il y a souvent l'implantation d'outils. Ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est souvent un objectif, mais un objectif qui n'est pas attaché ni à des ressources, ni à une démarche. Moi, j'ai vécu des choses dans différentes organisations où la résistance au changement et aussi le manque de connaissances techniques, c'était souvent un frein. Est-ce que vous voyez ça, vous autres aussi? Ah, absolument, au quotidien. Hein? Puis, souvent, on sous-estime le coût associé à la mise en œuvre les d'un coûts. projet. Les coûts. C'est pas juste des coûts. Souvent aussi, c'est les coûts en ressources humaines. Oui, en temps, en coût indirect. En opportunité. Pas simplement le chèque ou l'argent qu'on va mettre pour le projet, mais le temps que ça va prendre pour le mettre en œuvre. Puis c'est nécessaire. Puis il faut toujours voir ceci comme un investissement et de calculer le retour sur investissement. Chaque dollar qu'on a mis, combien ça va nous rapporter à terme, et d'amortir l'investissement. On ne peut pas rentabiliser un projet comme ça sans avoir une vision de 2 à 5 ans, puis de répartir le coût sur plusieurs années et pour enfin être plus productif. OK. Autre point peut-être qu'il faut traiter toujours dans le commentaire que tu nous as donné, Stéphane, c'est de bien préparer son équipe au changement. Parce que lorsqu'on travaille avec des organisations, quelquefois, qui sont là depuis plusieurs années, les gens sont habitués de travailler d'une certaine façon, puis on arrive avec des plateformes numériques, des nouveaux outils, puis ces outils changent drastiquement la façon de travailler. Et là, les gens sont un peu réfractaires et ça rend le projet encore plus difficile. Donc, il y a un travail en amont pour bien former ces ressources, leur expliquer. Mais en même temps, je pense qu'il y a une difficulté à comprendre ce que ça implique aussi. Puis, il y a souvent un manque de préparation de la part des gestionnaires ou un manque de questions puis un manque de connaissances. Puis, comment un gestionnaire peut s'équiper pour ne pas se tromper? Parce que je vois ça régulièrement, là, des gens qui ont investi dans différentes plateformes numériques, soit un site Internet, soit une base de données, un système de gestion d'inscription, une billetterie, puis ils se rendent compte qu'au bout de la ligne, là, ça leur a soit pris 2 fois plus de temps, soit ils sont obligés de l'abandonner. J'ai rencontré une DG dernièrement, elle me dit « Je suis rendu à ma 3e version de mon site Internet parce que les autres ne faisaient pas ce que je voulais qu'ils fassent. » Comment on peut accompagner un gestionnaire à s'assurer d'avoir ce qu'il a besoin sans nécessairement non plus se faire vendre une plateforme, parce que nous aussi, c'est ce problème-là, là, on se fait vendre des outils qui, dans certains cas, ne sont pas toujours ceux qu'on a besoin. C'est une très bonne question. Donc là, on parlait du plan de communication, du plan stratégique. Hein? Donc ça part là. Il faut décrire ce qu'on veut faire. Il faut mettre sur papier notre objectif. Puis par la suite, c'est de définir ses besoins. Puis je vois trop souvent des projets qui démarrent où on ne sait pas trop ce qu'on veut. On veut prendre le virage numérique, on veut faire des paiements en ligne, on veut un beau site web, on veut être transactionnel, mais il faut être beaucoup plus précis dans nos besoins et d'aller combien d'événements on veut gérer par année, comment on veut gérer nos inscriptions, comment ça va parler au système de comptabilité. Si on écrit tout ça de façon très précise, peut-être en se faisant accompagner, puis en allant challenger les différentes entreprises ou les différents fournisseurs de services qui offrent ce type de service-là, et pour comprendre comment ça va être fait, ça va prendre combien de temps, avoir un plan de déploiement. Il faut un fit aussi. Il faut que lorsqu'on travaille avec une plateforme, une équipe, mais il faut avoir du plaisir à travailler avec eux et d'être en confiance. Donc, le manque de connaissances, c'est quelque chose qu'il faut aller couvrir avant de se lancer. Hein? Je me mets des notes ici, mais il faut s'informer, il faut essayer, il faut échanger, il faut comprendre. Et ça,
ça se fait en y allant étape par étape. Puis c'est possible de se définir un plan numérique, de le construire progressivement, puis de changer d'idée, puis de se repositionner et de comprendre de plus en plus ce qui se passe, puis comment ça fonctionne, puis l'impact sur notre organisation. Et chaque étape nous permet d'être un peu plus productif, d'être un peu plus efficace. Et c'est comme ça qu'on grandit comme organisation avec le numérique. Moi, je pense aussi on est obligé d'inscrire ça dans une démarche de déploiement. Moi, si j'ai une recommandation à faire à notre public qui nous écoute, c'est principalement d'être capable de l'inscrire dans le temps, l'inscrire dans le quotidien et aussi que chacune des opérations que ça implique soit assez bien détaillée et aussi ventilée dans un... Et mesurée, je dirais. Ouais, ça, là, t'amènes complètement un autre processus qui est beaucoup absent dans notre milieu des OBNL, c'est les indicateurs de performance. Selon toi, ce serait quoi les principaux indicateurs qu'on devrait être capable de mettre en place? Ne serait-ce au moins, mettons qu'on garde l'outil de base, là, les deux éléments de base, le premier élément, c'est le site Internet. Donc, je pense que la première chose, c'est Google Analytics. Là. Je pense que c'est... Et apprendre à s'en servir. C'est pas juste de l'installer, il faut apprendre à s'en servir. Il y a plusieurs formations et webinaires qui existent sur le sujet. Le deuxième élément, en plus au niveau du système de gestion des membres, gestion des données, base de données des bénéficiaires, base de données des clients, comment on peut avoir des indicateurs où on sait qu'on fait une bonne job? Mais avant de parler d'outils, la première étape, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut mesurer. Puis qu'est-ce qu'on va faire avec nos mesures. Parce que c'est beau mesurer pour mesurer, mais si on ne fait rien avec les mesures obtenues, bien, ça ne sert à rien. Donc, c'est de définir les mesures. La première étape, c'est de faire un fichier Excel, puis de faire des colonnes. Mon équipe vont probablement rire en m'écoutant parce que je ne vis que par fichier Excel et des colonnes, et de définir qu'est-ce qu'on veut mesurer. Puis, c'est ça. Au niveau du web, on va aller mesurer le nombre de pages vues, le nombre de conversions, le nombre de transactions. Puis de ça, on va donner les objectifs. Et quand viendra le temps de Analytics, ça va nous permettre d'aller chercher ces statistiques de base. Mais après aussi, on peut aller utiliser nos différents systèmes pour aller les recueillir. Et puis ensuite de ça, au niveau du membership, le nombre de nouveaux membres, des tableaux de bord, des progressions. C'est relativement simple, récupérer l'information. Ce qui est plus difficile peut-être, ou ce qui demande peut-être plus de préparation, c'est justement de définir qu'est-ce qu'on mesure et qu'est-ce qu'on fait avec les mesures. Et si on n'a pas atteint nos objectifs, quand on regarde nos analyses, qu'est-ce qu'on fait en conséquence? Oui, aussi. Comment est-ce qu'on réagit aussi? Comme le même exemple, c'est avoir un site web. Aujourd'hui, c'est extraordinaire ce qu'on peut faire avec le web, avoir un site web, expliquer ses missions, en parler haut et fort, et de dire, je vais avoir tant de visiteurs par mois sur mon site, puis si je n'ai pas atteint mon objectif, c'est quoi? Améliorer sa stratégie de contenu, travailler plus sur les réseaux sociaux, être plus pertinent dans nos approches. Et c'est tellement intéressant. Dès qu'on fait une action, dans les heures qui suivent, on voit l'impact. Donc, on peut se tromper, on peut recommencer, faire du AB, beaucoup d'essais. Moi, toutes les organisations que je vois, je travaille avec des centaines d'organisations en ce moment, puis les organisations qui ont le plus de succès, c'est ceux qui se trompent, ceux qui font il ne faut pas avoir peur de se tromper. Ceux qui réagissent. Ouais. Il y a une question qui est posée sur la page. Quels outils numériques pour les OBNL les plus modestes sans avoir de coût? Si tu me permets, je vais juste faire un aparté là-dessus avant que... Deux choses. La première chose, c'est qu'il y a une liste sur notre site Internet de 10 outils numériques en ligne quand on gère des OBNL. Fait que ça, vous pouvez aller la voir. Il y a des outils qui sont payants, d'autres outils qui sont gratuits. Mais je veux que vous reveniez sur l'idée d'avoir des outils gratuits. Un outil, c'est là pour nous faire sauver du temps. Si on ne le paye pas, on passe à côté, dans certains cas, de beaucoup de fonctionnalités qui nous feraient gagner du temps ou qui nous feraient gagner de l'argent aussi. Fait que les outils gratuits, les freeware aussi, souvent, là, toute la philosophie en arrière du freeware. En OBNL, souvent, on cherche le gratuit à tout prix au lieu de chercher l'efficacité et le rapport qualité-prix. Mais donc, allez voir la liste, allez voir les outils qui sont là. Il y en a des gratuits, il y en a des moins gratuits. On pourrait s'étendre pendant 3 jours de temps sur les outils numériques parce qu'ils peuvent en avoir en gestion de base de données, ils peuvent en avoir au niveau des sites Internet, ils peuvent en avoir au niveau de la billetterie, et ainsi de suite. Mais gardez en tête principalement que gratuit, ce n'est pas nécessairement mieux. Et c'est peut-être des fois, dans certains cas, ce qui va vous faire perdre de l'argent aussi et perdre beaucoup de temps, puis votre temps est compté, puis il y a une valeur à ce temps-là. Pascal, j'aimerais ça t'entendre. D'ailleurs, le plus gros frein qu'on a souvent dans un OBNL, surtout pour les gestionnaires, là, qui est notre clientèle, c'est le manque de vision
ou le manque d'ouverture d'esprit de certains conseils d'administration. Je ne dirais pas que c'est tous les conseils d'administration, là, mais comment on pourrait outiller nos gestionnaires à ce qu'ils puissent défendre leurs points et être capables aussi de persuader les plus, je dirais pas les plus récalcitrants, mais souvent aussi ceux pour qui la technologie, c'est juste une dépense aussi. Bon, bien entendu, le rôle d'un conseil d'administration, c'est de s'assurer que les gestionnaires prennent les bonnes décisions. Puis pour ça, ben, il faut les équiper. Hein? Il faut qu'ils puissent comprendre c'est quoi le projet. Puis donc, d'arriver avec un plan numérique bien ficelé, bien construit, c'est la base. Il faut expliquer où est-ce qu'on s'en va. Le fait d'arriver et de dire on va acheter un produit ou on va adopter une nouvelle approche, mais si on n'a pas les raisons de son adoption, c'est difficile de convaincre un conseil d'administration. Donc, ce que je vois souvent, puis nous, dans le cadre de nos activités avec la plateforme Mbogo, mais on aide beaucoup les gestionnaires à passer au conseil d'administration parce que c'est une étape obligatoire. Puis, des fois, ça prend 2 fois. Puis des fois, des fois, c'est plus long que ça. Des fois, on va faire des présentations, on monte des dossiers spéciaux aussi parce qu'il faut comprendre les enjeux du conseil d'administration. Et autour de la table, il y a souvent des gens qui ont des expertises ou des connaissances plus ou moins approfondies. Et il faut bien expliquer comment on veut déployer la nouvelle plateforme. Donc, une des choses qu'on met de l'avant, c'est un plan de déploiement. Donc, d'arriver avec un calendrier et de dire à telle étape, on sera rendu là. Ensuite de ça, c'est de définir les gains de productivité pour l'organisation. Je reviens encore avec l'idée du retour sur investissement. Essayer de les chiffrer surtout aussi. Pas essayer de les chiffrer, simplement. Les chiffrer, là. Il y a beaucoup de CA qui ne parlent qu'aux chiffres, là. Oui, puis regardez, au niveau de la gestion des membres, on a des clients qui le font par eux-mêmes. Ils nous disent « Ah, c'est extraordinaire votre plateforme, on a mesuré le gain en productivité qu'on pourrait avoir. » Donc, on revient avec l'exemple du PDF. Il y a un client qui remplit son PDF, donc on reçoit le PDF par la poste avec un chèque, on l'ouvre, on le rentre dans un fichier, on prend le chèque, on le dépose, on fait la transaction, le monte à comptabilité. Ça peut prendre 15 minutes pour traiter un nouveau membre. Alors que si on a un site web, bien, ça va se faire instantanément, puis on n'aura même pas besoin de le savoir. On va recevoir un courriel pour nous dire qu'on a un nouveau membre ou que le membre a renouvelé. Donc, on multiplie ça par le nombre de membres, puis ça nous fait un chiffre, on le compare au coût d'implémentation, puis des fois, on s'aperçoit, puis souvent, surtout les organisations qui ne sont pas numérisées, mais le retour sur investissement, il est instantané. C'est la première année qu'on achète la plateforme ou qu'on l'implémente, bien, on est déjà plus productif, ça nous coûte déjà moins cher à rouler notre organisation. Donc, il y a quelque chose que tu viens de dire que je veux remettre en lumière parce que je ne le vois pas beaucoup. Je vois très peu de gestionnaires qui consultent d'autres DG pour se faire référer des produits ou ils n'ont pas nécessairement non plus la démarche de présenter leurs références lorsqu'ils présentent à leur conseil d'administration, dire un tel organisme l'utilise, ça serait bon, tel autre organisme l'utilise, ça serait bon. Je vous invite, je vais dire à la maison, mais c'est plus au bureau, là, à peut-être penser à vous faire référer des outils aussi, à travers vos pairs qui ont chacun plus que des outils, mais ont des outils, des modes de fonctionnement aussi. Prochainement, on va publier un document qui va vous expliquer comment être moteur du développement de vos OBNL. Et un des 6 conseils qu'on donne dans cet outil-là, c'est de rencontrer vos pairs et demander des références. La beauté des médias sociaux, c'est un peu ça aussi, autant sur notre groupe Facebook que sur d'autres outils. N'hésitez pas, avant de vous lancer dans une démarche numérique, de poser la question qui connecte quoi et quel outil est utilisé par qui. Puis ça va vous aider aussi à faire découvrir différentes plateformes. D'ailleurs, au Salon de l'événement, l'année passée, dernièrement, c'est-à-dire, il y avait un atelier sur les différentes plateformes pour l'organisation événementielle. Puis les gens sont sortis de là avec plein de trucs, plein d'éléments. Fait que je pense que c'est une bonne pratique à avoir aussi. D'ailleurs, prochainement, on va publier un autre document. Il est déjà en ligne. Je pense que c'est important. C'est un document que vous avez, sur lequel vous avez travaillé, Pascal, qui nous représente 16 actions à mettre en place pour améliorer notre produit numérique et notre environnement numérique. Il est déjà en ligne sur le site Internet. Vous pourrez aller le télécharger. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu, s'il te plaît, de ce document-là, puis comment il a été bâti, puis à quoi il peut servir quelqu'un qui est dans son quotidien, là. Donc, comment il a été bâti? Depuis 5 ans, on parle aux organisations, aux OBNL quotidiennement, puis on voit, on comprend leurs enjeux, puis on a tenté de résumer en 16 actions les points peut-être les plus importants, peut-être pour un organisme qui n'a pas encore pris le virage dans toute sa puissance. Donc, le premier point, bien entendu, c'est le site web. On donne des conseils sur comment
construire et maintenir un site web. On explique l'importance de la stratégie de contenu, parce qu'un site web, c'est comme une carte d'affaires, si on n'y fait rien, il est en place, mais il faut y mettre beaucoup de contenu. Il faut aller voir le site d'Espace OBNL, c'est un bel bon exemple. Réflexe. Excellent réflexe. C'est un bel exemple où on y met énormément de contenu, ça attire les gens, puis ça donne beaucoup d'impact sur Google. Donc, le site est beaucoup mieux indexé, donc toutes les règles de SEO. Donc, on explique comment s'y prendre un peu avec le SEO. qui est la façon d'optimiser notre référencement sur les outils de recherche. Search Engine Optimization. Beaucoup de termes anglophones, hein, pour ceux qui ne sont pas bilingues. Là. C'est des fois difficile de... Ça a existé, SEO en français, mais ça ne me vient pas. Oui, ça existe, je suis sûr. Oui, c'est clair. Puis l'importance des images aussi. Aujourd'hui, on vit dans un monde de vidéos, on vit dans un monde d'images. Instagram, Facebook, et ainsi de suite. Donc, c'est très important de travailler beaucoup sur les images au niveau de la stratégie numérique. Je vais juste faire une petite pause parce qu'il y a une question qui est posée que je trouve intéressante. Ceux qui travaillent avec des clientèles qui sont soit des clientèles principalement qui sont plus âgées, il y a souvent une résistance, autant de la part des gestionnaires même d'eux-mêmes et de la part du membership ou des bénéficiaires à la technologie. Ce que je dirais là-dessus, je suis curieux de t'entendre, mais je suis aussi agréablement surpris de ce que je vois un peu partout, entre autres avec la FADOC. La FADOC, dans l'ensemble des régions du Québec, ont développé plusieurs ateliers sur l'utilisation du iPad, sur l'utilisation des technologies, puis ils sont directement présents dans vos régions. Fait que ça, c'est peut-être une première ressource aussi. Puis pour ce qui est de l'intégration des technologies, un des gros segments d'augmentation sur Facebook présentement, c'est les gens de 55 à 65 ans. C'est assez surprenant de voir à quel point on voit ce changement-là s'effectuer, principalement par le biais des tablettes aussi. Là. Les chiffres du CEFRIO sont assez intéressants. Là. Il y a un centre de recherche au niveau provincial qui nous donne des données sur l'utilisation du web à travers le Québec. Et je vous invite à les consulter, puis vous allez voir qu'il y a un taux de pénétration qui est beaucoup en augmentation chez les clientèles vieillissantes. Et de plus en plus, ils n'ont pas le choix. S'ils veulent aller voir un spectacle, n'importe quelle salle de spectacle maintenant, c'est transactionnel. Là. Il faut qu'ils lisent leur presse maintenant sur une tablette. Fait que je pense qu'il y a malheureusement ou heureusement, là, il y a une certaine obligation de consommer l'information et les produits par la technologie. Par contre, le problème qu'il y a, c'est que ce n'est pas l'Internet qui se rend partout au Québec. Là. Je pense que certains d'entre vous le savez déjà. Ça sera... Pas ceux qui nous écoutent, en tout cas. Pas ceux qui nous écoutent, non, effectivement. Ça sera aussi un débat qui va s'en venir avec notre nouveau gouvernement, là, aussi. Mais toi, tu recommandes quoi là, pour ça, l'intégration douce des technologies d'un clientèle plus âgée? Bien, je l'entends à tous les jours. Hein. Je ne sais pas si c'est vrai ce que je veux dire, mais moi, j'ai l'impression des fois aussi qu'on surestime. Sous-estime? Non. Qu'on surestime ce manque de capacité technologique de nos aînés. Parce que on en voit. Bien entendu, il y a un pourcentage de la population qui est confronté à ça. Mais juste pour terminer sur ce point, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut toujours laisser... Si on a une population qui est plus âgée et qui est habituée de travailler avec du PDF, et ainsi de suite, il ne faut pas couper d'un coup. Hein. Il faut leur laisser le temps de prendre le virage, puis d'arriver avec le processus où il y a un beau gros bouton bien voyant qui dit « clique ici, puis tu vas pouvoir faire ta transaction en ligne ». Il faut que l'interface soit simple d'utilisation. Il faut que ça soit facile à faire, bien entendu. Mais il y a un autre bouton à côté qui dit « si tu veux toujours utiliser ton PDF, clique ici ». Oui, ça va engendrer des frais d'administration plus élevés, mais ça va permettre de faire une transition. Puis après ça, vous allez pouvoir voir le pourcentage de votre population qui utilise toujours cette vieille technique. Puis vous serez peut-être surpris de voir que finalement, il n'y en a pas tant que ça quand on met le bouton en place puis qu'on le fait bien. Puis c'est ce qu'on voit beaucoup. Je pense aussi, l'élément là-dedans, en même temps, c'est de se dire que les personnes... Le segment de la clientèle vieillissante, mais théoriquement, selon la FADOC, c'est de 50 ans à 100 ans. Mais là-dedans, tu as du 50 à 65 ans, qui est une clientèle qui est très active. Il y en a beaucoup là-dedans qui sont encore dans le milieu du travail. Tu as le 65 à 75 ans, puis tu as le 75 ans et plus. C'est sûr qu'au niveau de la résistance au numérique, c'est beaucoup de 75 ans et plus, là, on s'entend. Ouais. Je pense là-dessus, on ne peut pas vraiment s'en sortir aussi. Puis en même temps, il faut rester... conscient que c'est un outil pour être capable aussi de maximiser l'information.
Je pense que les organisations ont une responsabilité aussi lorsqu'ils ont un membership qui offre des défis, là, je pense entre autres à la présence en région aussi, d'être capable d'adapter les outils pour pouvoir le faire aussi. Tu sais, les fichiers, juste la grosseur des fichiers, la possibilité d'avoir des langages plus universels aussi. Fait que, tu sais, il y a différents outils qu'on peut mettre en place aussi. Tu parlais tantôt dans tes actions de l'importance des images. Est-ce que tu vois aussi la grosse augmentation qu'on voit au niveau des vidéos? On est un peu là aussi aujourd'hui pour ça. Là, Oui. qu'est-ce que tu penses du phénomène des vidéos et YouTube et même Instagram et autres? Là, C'est le futur, hein? Puis aujourd'hui, c'est extraordinaire. On est capable de faire une vidéo live ensemble aujourd'hui, chose qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a 5 ans, à peut-être. part passer à la TVA. C'est ça. Donc, puis aujourd'hui, les gens sont friands de ça. Puis, ils recherchent. Puis, c'est pas si compliqué à faire. Les technologies sont là pour le faire. Donc, c'est quelque chose qu'il faut absolument intégrer dans son plan de communication. De la vidéo, l'image, l'instantanéité. Est-ce que tu dissocies le phénomène du vidéo du phénomène de la mobilité? Oui, je pense que c'est deux concepts un peu qui se retouchent, bien entendu, mais la mobilité, justement, si on revient à notre fichier des 16 actions, un des points très, très importants, c'est la mobilité. Puis, aujourd'hui, on appelle des sites responsive, des sites responsive. Adaptatifs. Adaptatifs, en français, c'est adaptatif. Adaptatifs. Qui fonctionnent aussi bien sur un téléphone que sur un ordinateur. Que sur une tablette aussi. Que sur une tablette, que sur une télé, sur n'importe quoi, parce qu'aujourd'hui, on a tous les formats inimaginables. Ouais. Donc, ce qui est très, très important aujourd'hui, c'est d'avoir votre présence numérique dans une version adaptative. Je n'ai pas le chiffre précis, mais on parle qu'il y a plus de 65 % des courriels qui s'ouvrent sur un téléphone. Donc, quand on envoie une infolette, puis qu'elle n'est pas adaptée, disons. Les images sont trop lourdes ou que exactement. C'est pas paramétré pour être utilisé. C'est pas efficace. Donc, il y a des gens qui ne vivent que par leur téléphone. Alors, c'est très, très important d'intégrer la mobilité. Et c'est super facile à essayer. Hein? Prenez votre téléphone et allez voir votre site web. Puis si vous n'êtes pas capable de le lire, mais vous avez un gros, gros problème. C'est quand même drôle ce que tu dis, parce qu'on parlait des clientèles âgées, mais on a à l'autre bout du spectre, on a les clientèles qui sont plus jeunes. Puis eux ne sont pas patients. Non, puis qui amènent un énorme défi à nos gestionnaires. Tu sais, il y a beaucoup de gestionnaires qui sont de mon âge ou de ton âge, milieu quarantaine. Jeune et quarantaine. Plus. Jeune quarantaine, ouais, OK. Mais, tu sais, la technologie, on n'est pas tombé dedans. Moi, j'ai encore fait mes premiers travaux de secondaire à dactylo, là. Je donne mon âge. Mais, moi aussi. toi aussi. Là, les jeunes qui arrivent, ils consomment leur information. La façon de les rejoindre, aussi, la façon d'être capable d'interagir avec eux, on est dans le numérique complètement. Là. Puis on parle beaucoup de ça. Je parlais en début de rencontre l'importance de prendre le virage du numérique. Quand on s'adresse, dans le monde caritatif, ça s'applique de façon extraordinaire parce que le fait de faire des dons, de recevoir son enveloppe à la maison, puis de remplir son chèque, puis de renvoyer ça par la poste, en bas de 40 ans, il n'y a pas grand monde qui sont encore là. Puis si on ne prend pas ce virage-là, bien, on va perdre ce segment de clientèle. Ensuite de ça, si on est un organisme qui fait la promotion de n'importe quoi, mais de pouvoir rejoindre cette population-là, mais si on ne passe pas par les réseaux sociaux, bien, on ne va pas leur parler parce qu'ils ne sont plus dans les mêmes médias qu'auparavant. Donc, on a un enjeu réel, c'est qu'il faut couvrir cette partie pour les jeunes, puis il faut toujours offrir le service pour les moins jeunes et trouver un équilibre là-dedans. Puis, les outils sont là. Il n'y a pas un problème, mais c'est juste qu'il faut y penser. Oui, mais il y a aussi une question de connaissance aussi. Ouais, tu sais, faire juste un cours, tu veux connaître Facebook, tu en as pour 3 jours, là. Puis c'est une plateforme, mais tu sais, ouvrir un compte Facebook pour son organisme, puis faire un post par semaine, c'est pas si compliqué que ça. Non, mais tu n'as pas de portée. Tu as moins de portée. Il n'y a personne qui le voit pour autant. Il y a aussi cet élément-là, puis je suis curieux de t'entendre sur le fait que la technologie, c'est quelque chose qui va excessivement vite. Comment on peut faire quand on a un horaire hyper chargé, puis qu'on est pris dans 8 affaires, puis on a 25 feux à éteindre, pour se garder à l'affût de ce qui se fait, puis d'être quand même au courant des bonnes pratiques? Bien, une façon intéressante, assez simple, c'est de suivre les organisations les plus dynamiques dans ce secteur-là. OK, comme? À part Espace OBNL. Espace OBNL, c'est un bel exemple de voir comment vous prenez pour aller interagir avec votre communauté, mais de suivre les pages Facebook
de sujets qui vous intéressent au niveau, bien entendu, des organismes bien lucratifs. Ensuite de ça, de s'inscrire à des infolettres. Après, d'aller suivre des rencontres comme aujourd'hui entre nous, d'acheter des petits bouquins peut-être qui expliquent les bases. Prendre les webinaires aussi. Les webinaires, surtout quand on est en région, c'est intéressant. Oui, on sait qu'un jour, Espace OBNL va devoir tomber en webinaire puis d'avoir des formations à distance. Plusieurs d'entre vous nous le demandez. Mais je pense que j'ai un bon ami qui est très fort de ce côté-là, qui s'appelle Frédéric Gonzalo. Frédéric a beaucoup de formations en petit format sur utiliser LinkedIn, utiliser Facebook. Là. Je vous recommande fortement d'aller voir ses webinaires à Frédéric. Mais il y a plusieurs autres organisations, là, tant au niveau professionnel que d'autres types qui ont des contenus en ligne pour ça aussi. L'autre élément, moi, je rajouterais quelque chose là-dedans aussi, c'est que autant dans les conseils d'administration que dans différentes autres organisations, on n'intègre pas assez les jeunes, qui sont souvent les meilleures personnes, nous dire hey, « ta gang, je les retrouve où? » Tu sais, je suis tombé dans des conseils d'administration dernièrement, entre autres en l'événementiel, et la moyenne d'âge, c'était 55 ans et plus. Fait que c'est un peu dur de parler de technologie puis d'être proactif de ce côté-là. Fait qu'au niveau des recrutements d'administrateurs, si on intègre des jeunes autour de la table ou qui sont plus dynamiques, eux vont être capables de dire « Hey, avez-vous pensé à tel aspect, tel aspect, tel aspect? » Fait que ça, je pense que c'est une pratique qui est vraiment intéressante aussi. C'est un bon point, juste dans mon organisation, moi qui ai appris la dactylo comme toi à l'école, mais c'est ma jeune équipe qui m'éduque sur le dossier parce qu'ils sont très, très... Ils passent leur vie là-dessus, ils sont connectés, donc s'entourer de Millennium, ça peut être très intéressant comme approche. Effectivement. Puis je pense aussi que ça nous amène des fois à avoir une vision peut-être un petit peu plus créative du numérique. Dans ton document des 16 actions dont on parlait tantôt, j'aimerais ça que tu nous parles de AdGrant, entre autres. Mm-hmm. Donc, parce qu'il y a plusieurs personnes qui se posent la question, c'est quoi ça? Puis c'est quoi ceux qui ne sont pas au courant, je vous invite à le googler AdGrant. Ouais. Donc, quand on est sur Google puis on fait des recherches, on retrouve ce qu'on veut, mais on remarque la publicité. La publicité est vendue aux enchères, hein, on achète des mots-clés. Donc, si on achète le mot don, ben, on va pouvoir faire de la publicité puis aller chercher des dons. Ce serait facile, ça semble facile, mais ça peut aller très vite parce que les mots-clés sont vendus aux enchères. Donc, celui qui paye le plus cher, ben, c'est celui qui a le positionnement sur le résultat de recherche de Google. Donc, tout le mécanisme de publicité, que ce soit Facebook ou Google, c'est la même chose, mais AdGrant, c'est sur Google. Et ça peut coûter extrêmement cher. Ça peut coûter des dizaines de milliers de dollars faire de la publicité sur Google. Et il y a un programme qui s'adresse à la vaste majorité des OBNL. Il y a certains critères qu'il faut respecter pour pouvoir souscrire au programme, mais c'est de pouvoir faire de la publicité sur Google pour plusieurs milliers de dollars par mois. Le budget est assez conséquent, puis complètement gratuit. Donc, bien entendu, après, il faut trouver des gens qui sont capables de gérer les campagnes. Mais une fois qu'on a trouvé la campagne, ou si on a une équipe débrouillarde, on peut ouvrir un compte puis le faire soi-même, mais ça permet de faire de la publicité sur Google et de promouvoir sa mission. Ça s'adresse davantage à du caritatif, c'est pas fait pour les associations professionnelles. Non. L'Ordre des médecins du Québec pourrait peut-être pas faire du AdGrant, par exemple, mais à confirmer. C'est encore drôle, je pense que ce sont des OBNL quand même. C'est le principe du non-profit. Vous irez voir une ressource qui fait partie des 10 ressources en ligne dont on a parlé dans notre document, qui s'appelle TechSoup. Ouais, c'est eux qui valident. C'est eux qui valident votre inscription et ça permet de pouvoir avoir accès vraiment à des ressources assez intéressantes sur Google. Quoique les mots-clés peuvent être contingentés dépendamment du secteur d'intervention. On peut pas faire ce qu'on veut. Non, c'est pas gratuit en même temps aussi. Mais il y a un autre outil qui, pendant qu'on est dans les outils, qui, je pense que c'est incontournable. Puis ici, j'ai un conseil à vous donner aujourd'hui, c'est de, souvent, pour gérer les mails d'un organisme, d'un OBNL, d'une OBNL, le fait de se prendre une unité d'hébergement, puis ensuite de ça, de payer quelqu'un par mois, puis d'avoir ses mails sur ce serveur-là, puis après ça, de déconfigurer ses ordinateurs, puis avec les outils Outlook, c'est très, très compliqué. Puis nous, ça représente presque, au niveau de l'agence, la vaste majorité de nos appels de support, de gérer mail. Puis ça, c'est l'ancienne façon de faire. Aujourd'hui, il y a Microsoft avec
avec Office Microsoft 365, puis avec G Suite, avec Google, puis G Suite, ils l'offrent gratuitement pour les OBNL. Donc, il suffit d'aller s'ouvrir un compte, puis d'aller tout transférer ses serveurs mail sur cette plateforme. C'est très simple. Puis on n'a pas besoin d'avoir gmail.com, on a son propre nom de domaine et toute notre organisation tombe là-dessus. Puis il y a un système de collaboration, on peut écrire des documents, c'est gratuit. C'est un incontournable. Il faut absolument passer sur une plateforme du nuage, Perform Cloud, pour gérer ses mails en 2018. Ses mails, puis ses transactions aussi. Je pense qu'un des bouts les plus importants aussi, c'est autant les diminutions des risques de fraude quand on est en ligne aussi. C'est beaucoup plus difficile si on a une billetterie, si on a un système transactionnel qui est en ligne, c'est plus difficile à frauder que si on a une petite caisse au comptoir de l'édifice aussi. Fait que ça, il y a plusieurs facettes de l'organisation qui gagnent en termes d'efficacité, mais aussi gagne aussi en termes de diminution du risque. Sauf que d'un autre côté, on s'expose à certains risques aussi. Il y a encore quelques années, il n'y a pas très longtemps, on devait tous avoir nos serveurs chacun dans notre cour, puis être capable de les entretenir. Maintenant, on a ce qui s'appelle le nuage. Je suis curieux de t'entendre sur les différents outils qui sont disponibles en info nuagique, comme on dit. Puis aussi, en même temps, de voir cette philosophie-là. Parce qu'il y a encore là, quand je parle de CA dur à convertir, là, il y a encore des CA qui pensent que tu as une obligation d'être avec un serveur présent dans ton bureau ou dans ton garage pour pouvoir fonctionner. Il y en a que l'idée de ne pas avoir d'équipement qui leur sont à eux, puis d'envoyer les données ailleurs, pour eux, c'est un risque. On s'est rendu compte que c'était à l'inverse, là. Mais comment tu trouves ça, toi, cette philosophie-là? Il y a un terme qu'il faut se souvenir, c'est SaaS, Software as a Service. Donc, c'est un logiciel SaaS. Puis, ça peut sembler compliqué, mais c'est quoi un logiciel SaaS? C'est le fait de ne plus installer le logiciel sur ses serveurs, comme tu l'expliquais si bien. C'est de ne plus aller chez Bureau en groupe acheter un simple comptable, une petite boîte, d'avoir un ordinateur dans le coin de la pièce, puis de mettre la disquette, de mettre la clé USB dans l'ordinateur pour l'installer. Mais c'est plutôt d'aller sur Internet, puis d'ouvrir un compte, puis d'essayer le logiciel. Soit il y a des essais gratuits, puis par la suite, on est satisfait d'y mettre une carte de crédit. Et donc, de ne plus acheter le logiciel, mais de l'utiliser mensuellement. Donc, on loue le logiciel. Donc, SaaS, Software as a Service. Donc, c'est un logiciel qu'on paye comme si on loue un service. Puis, on le fait tous les jours, hein, si on pense souvent à... Ceux qui sont sur Dropbox, Spotify. Tous ces logiciels-là, c'est PayPal, Zendesk, Slack, Netflix. Gmail, comme on parlait tout à l'heure. Ouais. Donc, c'est la tendance. Hein. Il y a le futur est SaaS. Donc, le fait d'acheter un logiciel et l'installer en local, ça va disparaître. Ça n'existera plus à terme. Et il y a des avantages extraordinaires parce qu'on n'a plus besoin de maintenir le nombre avoir un site web sur une plateforme SaaS. Par exemple, les technologies, hein, il y a Wix qu'on connaît, il y a même Bogo qui propose ce service-là, il y en a des dizaines. Et là, on va sur Internet, on ouvre un compte, puis on fait toutes nos affaires dessus. Alors que quand on a un site web qu'on a fait faire, mais il est sur un serveur à quelque part, puis il faut appeler des fois notre fournisseur. Des fois, ça tombe en panne. Il y a l'aspect sécurité. Il faut nous-mêmes assumer les mises à jour sur le site. Il faut payer la maintenance. Donc, c'est archaïque, c'est tellement compliqué. Alors qu'aujourd'hui, les technologies, le cloud, nous permettent de le faire. Puis après, il y a la sécurité des données. C'est ça, je m'en allais là. J'aimerais ça que tu parles de cybersécurité 2 minutes parce que on voit le principe des pirates qui viennent mobiliser nos serveurs puis qui nous prennent en otage puis qui nous demandent de payer. Ah, les ransomware. On s'entend qu'il n'y a pas un OBNL qui a de l'argent pour faire ça. Non, puis de toute façon, même si on paye, ils ne nous donnent pas les données. Non, c'est ça. Donc, on fait quoi pour se protéger de ça? Ça, souvent, ces attaques ont lieu dans les bureaux des organisations. Hein. Donc, la première chose à faire, c'est de ne pas héberger ces données critiques à l'intérieur de nos bureaux, mais plutôt d'aller sur le SaaS, sur le nuage. Aujourd'hui, il n'y a pas tant de grands joueurs. Il n'y a pas des milliers de joueurs qui s'occupent du nuage. Là. Il y a Microsoft, il y a Google, Amazon. Puis, c'est rendu des multinationales qui ont les moyens de sécuriser les données et de faire ce qu'il faut pour pas que ça se passe. Puis aussi, le fait d'utiliser des logiciels. Si on a tout mis dans un fichier Excel puis qu'on se fait attraper, bien, on a tout perdu. Donc, faire des copies de sécurité, bien entendu, il faut tout faire ça. Mais le fait d'utiliser un logiciel SaaS d'un certain niveau de qualité, bien entendu,
ben, on se protège parce que ces entreprises ont des ressources dédiées à sécuriser les infrastructures, alors que vous, si vous faites faire un développement sur mesure, vous n'aurez pas les moyens de protéger le système. Puis, dans tous les cas, moi, la majorité des... Lorsqu'on a besoin d'informatiser ces processus, de prendre le virage numérique, on a besoin d'avoir un site web transactionnel. Donc, sur notre site web transactionnel, on va parler de notre mission. On va mettre des pages pour vendre des adhésions, ou recevoir des dons, ou vendre des inscriptions, des billets pour des événements. Et tout ça, ces données-là, ben, ils tombent dans une base de données. Et si on s'est fait faire un site web, par exemple en WordPress, ou un site web qu'on a fait développer sur mesure, qu'on héberge soi-même avec un hébergeur, puis le site web est là, bien, il est beaucoup plus à risque que si on utilise une solution qui, elle, s'assure de protéger les données, d'avoir des copies. Qui est protégée par un volume. Ben oui, il y a des milliers de personnes qui payent à tous les mois. Donc, c'est bénéfique, alors qu'un système qui est complètement autonome, dont seule l'organisation, puis il y a certaines organisations qui vont payer 50 000, 75 000, 100 000 pour un système qu'il faut toujours mettre un 20 de maintenance annuelle, parce que c'est comme une voiture, hein, un système informatique, ça ne vit pas pour l'éternité, il faut toujours le maintenir, les technologies évoluent. Donc, on est très, très à risque. Donc, il y a des organisations qui n'ont pas le choix, qui doivent se munir d'un système sur mesure parce que sont trop spécifiques, leur besoin business est trop spécifique. Mais la vaste majorité des OBNL ont le loisir de choisir une plateforme qui va leur coûter quelques dizaines de dollars par mois, puis ils vont éviter tous ces problèmes-là. Dernière question. J'ai deux dernières questions. Il y a une personne qui demande que je reparle de la personne qui offre des webinaires, Frédéric Gonzalo. Vous allez pouvoir très facilement le trouver. La deuxième question qui va nous permettre de conclure aujourd'hui, dans 10 ans, là, les compétences que devra avoir un gestionnaire d'organisme sans but lucratif au niveau numérique, ça devra être quoi? Bien, déjà, si tous les gestionnaires d'organismes à but non lucratif sont capables d'avoir les compétences d'aujourd'hui, ça sera déjà extraordinaire. Dans 10 ans, être bon aujourd'hui, c'est déjà OK. Il y a 10 ans, il n'y avait pas... c'était le début de Facebook, il n'y avait pas de téléphone mobile, il n'y avait pas de... Ça va vite, hein? Ça va super vite. Très vite, comme le temps aujourd'hui. Ce que je vois venir, moi, c'est l'intelligence artificielle qui va avoir un impact majeur sur nos organisations. Nous, comme éditeurs logiciels, c'est quelque chose qu'on regarde de très près, comme tout le monde d'ailleurs. C'est une mode, mais c'est plus qu'une mode, c'est une tendance très lourde. Donc, je dirais aussi la donnée. Aujourd'hui, plus qu'on accumule de la donnée... Puis il faut l'utiliser, la traiter, puis s'en servir comme outil de gestion. C'est ça. Puis une plateforme comme Umbroo, mais c'est un peu notre métier aussi, c'est d'accumuler de la donnée et puis de voir des tendances. Quelle est la meilleure période pour renouveler des adhésions? Quelle est la meilleure période pour envoyer des communications? Quelle est la meilleure période pour recevoir des dons? Quel est le prix moyen d'un don? Donc, plus qu'on accumule de la donnée, puis plus on est capable de prendre des décisions éclairées par rapport à des comportements, par rapport à tout ça. Donc ça, c'est une chose qu'il faut... Le BI. Je dirais, si j'avais à donner un conseil pour dans 10 ans, de faire de l'intelligence d'affaires. L'intelligence d'affaires, puis même, ou du marketing prévisionnel. Exactement. Surtout dans le milieu de la philanthropie. Là. C'est peut-être le secteur où vous regarderez sur Google aussi ce que c'est que le marketing prévisionnel. C'est aussi... Puis la mutualisation des données aussi. Surtout quand vous êtes regroupé dans une fédération ou un regroupement d'organismes, vous avez tous des données qui pourraient être, quand ils sont mis ensemble globalement, être utilisées et amener des meilleures pratiques de gestion aussi. Puis Stéphane, avant qu'on conclue, à court terme, si on avait... j'avais donné un devoir à donner à nos clercs à la maison ou au bureau, c'est de construire des référentiels de membres ou de donateurs riches. Hein? C'est d'avoir le plus d'informations possible sur les communautés pour aller les attributs, qu'est-ce qu'ils font, puis ensuite ça, de communiquer de façon plus précise avec eux. Et déjà, si les gestionnaires prennent cette tendance de construire des référentiels de données riches, mais ils vont pouvoir capitaliser dans le futur. Merci, Pascal. C'est fou comme le temps passe vite. C'est très intéressant. Écoute, Pascal, tu as différents documents que Membogo a rédigés qui sont sur notre site Internet. Je pense entre autres celui qu'on va publier, qui est déjà en ligne, mais qu'on va envoyer par courriel la semaine prochaine sur les 16 actions dans le milieu numérique. Je tiens à faire des gros remerciements aux gens de Témoins Productions. On est dans leurs locaux, là. Vous ne le voyez peut-être pas, mais on est chanceux de les avoir avec nous. Je vous invite aussi à regarder les 2 prochains événements. Il y a une formation sur
les aspects stratégiques des OBNL qui s'en vient au mois de novembre. Et il y a notre premier colloque des regroupements professionnels qui s'en vient aussi le 4 décembre. Vous allez trouver l'ensemble d'informations et plein d'autres choses sur le site espaceobnl.ca. Il y a toujours notre groupe Facebook, notre page Facebook. Je tiens à faire une annonce officielle. Pendant la durée du vidéo, on a défoncé le cap du 1000 personnes qui nous suivent sur Facebook. Là. Ça s'est fait tantôt. Là. Bravo. C'est une étape charnière pour nous, là, surtout que la page est en ligne depuis moins d'1 an, depuis le mois de janvier. Théoriquement, on avance très vite avec l'aide de Pascal à arriver avec des offres d'emploi d'ici 2-3 semaines, être capable aussi de publier les offres d'emploi. Je vous remercie, je vous souhaite à la prochaine.